Bonsoir Jean. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Taisez-vous. Eh ben oui. Ce soir nous recevons Marie. Salut Marie. Oh quel enfer. Salut. Pardon. Fallait que je lui fasse ma blague, c'est tombé sur le moment où il a dit ton prénom, je suis vraiment désolé. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va super. Écoute, tu sais que je vais le garder au montage juste Bah pour oui. qu'on voilà, tu sais. On représente pas Marie, tant pis pour toi. Tu viens de nous parler d'une thèse en sciences du langage. Oui. C'est ça? Déjà ça je suis super content. Ouais, on n'en a toujours pas eu. Enfin si, on a eu Iman pour l'anglais. Mais est-ce que c'est vraiment une science de langage? Je sais pas. On le redemandera. On lui Nous, il nous redemande. a dit que c'était une thèse en anglais. Ouais. Donc bon. Écoute. Et tu viens de nous parler du coup d'une thèse qui s'appelle L'enseignement bilingue de l'occitan, analyse des représentations sociales et élaboration d'une argumentation scientifique. C'est ça. Ok. Ok. Moi, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, l'occitan, c'est considéré comme une... Je pense que tu vas pas du tout aimer ce terme. Une langue morte. Alors c'est très drôle parce que j'ai eu un débat via Facebook. Oula, Il y a, les débats Facebook. ouais, c'était de haut niveau. Une ancienne collègue, enfin une collègue du monde. Moi, je suis guide touristique à la base en fait, donc j'ai des collègues qui sont guides touristiques et puis après j'ai les collègues sociolinguistes en fait. Donc les collègues, ça peut vouloir dire les deux. Et une collègue qui m'a dit que c'était une langue morte parce que, enfin, elle a pas dit que c'était une langue morte, mais en gros, qui a plus ou moins dit que c'était une langue morte parce qu'elle était plus utilisée pour le commerce. Et là, j'ai fait Ah. Donc voilà. Donc non, c'est pas une langue morte, tout simplement parce qu'il y a encore des gens qui la parlent. Ok. Précisément, il y a une enquête qui a été faite l'année dernière, donc en 2020, dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et au Val d'Aran en Espagne, justement donc pilotée par mon employeur, je pense qu'on va revenir dessus dans pas longtemps, qui a montré qu'il y a 7% de locuteurs de l'occitan sur cette zone, donc ça compte 22 départements en France et puis donc la petite vallée en Espagne. Alors en Espagne, c'est 62% dans cette vallée, parce que là-bas, la langue est co-officielle et elle est à l'école, il me semble, obligatoire. Et nous, c'est 7%. Alors après, les 7%, ils parlent tous français, a priori. Ça n'existe plus, les locuteurs monolingues de l'occitan. Donc c'est vrai qu'en soi, c'est pas une langue... si personne parle l'occitan, le monde va pas s'arrêter de tourner, c'est vrai. Mais c'est pas une langue morte parce qu'il y a des gens qui la parlent et des gens qui veulent la parler, des gens qui l'apprennent. Est-ce que l'expression langue morte et langue vivante, du coup, par opposition, ça existe encore? C'est pas un vieux terme qu'il faut bannir de notre langage? On peut encore l'utiliser? Alors j'avoue, je me suis jamais posé la question. Il me semble qu'on parle encore de langue morte. Je veux pas m'avancer trop au niveau sociolinguistique, mais par exemple, genre le latin ou le grec ancien, c'est plus parlé. Okay. Alors il peut y avoir des gens qui veulent, enfin voilà, qui discutent en latin pour voilà. Mais on est sur des... Voilà, il n'y a pas de locuteur natif et on n'est pas sur... Enfin, non, ça, pour moi, c'est une langue morte. Parce que comme on fait des fois des erreurs, vu qu'on n'est pas omniscient, Oui, ouais. pas encore. Par exemple, moi, dans les premiers épisodes, je parlais de sciences dures et de sciences molles, ça n'existe plus, ces genres de termes-là. Du coup, je voulais savoir si c'était pareil, par exemple, pour les langues mortes et les langues vivantes, mais apparemment, on dit encore langue morte et langue vivante. Il me semble, après, sinon peut-être je crois que dans l'enseignement, ils disent des langues anciennes pour dire le latin et le grec, par exemple. Mais voilà, moi, à partir du moment où il y a des gens qui le parlent, pour moi, la langue, elle est vivante. Après, ça peut être deux locuteurs. Ça existe, les langues où on sait que y a la prochaine mamie qui meurt, il n'y a plus de langue. Enfin, non, mais c'est cash, mais je veux dire, quand on est sociolinguiste, alors moi, pas vraiment dans ce que je fais, mais j'ai des collègues, voilà, ils savent qu'il y a des langues. Enfin, voilà, il y a des langues où on sait qu'il reste quelques locuteurs et d'ici quelques années, ils seront tous morts, c'est malheureux à dire, et vu qu'ils ne l'ont pas transmise ou que personne n'a voulu l'apprendre dans la communauté ou quoi, la langue sera éteinte. Ok. Et nominou latte, ça veut rien dire, mais Nominou latte. J'aime bien. Moi, avant de commencer, t'as parlé du Val d'Aran. J'ai de la famille là-bas. Donc voilà, je voulais le placer. Et alors c'est là où j'ai une maison de vacances, vers Luchon, Saint-Béat, tout ça. Voilà. Du coup, je voulais le placer. Et ils parlent occitan, du coup? Mes cousins, ils parlent pas occitan. Ils ont appris l'occitan, mais à la place d'apprendre le latin ou le grec, quoi. Donc ils avaient des cours d'occitan au collège et au lycée. Voilà. Ouais, moi, il y avait de l'occitan aussi dans mon lycée. J'ai des potes qui ont fait ça du coup pendant 3 ans. Et je sais plus s'il avait fait au collège ou pas. Puis à ce qui paraît, la prof d'occitan au lycée était la plus rock'n'roll et la plus cool. Donc c'est pour ça que les gens ont continué. Donc, parce qu'en plus, il y a vraiment ce côté, en plus d'apprendre une langue, tu apprends vraiment aussi le patrimoine. Je trouve ça vraiment cool. Pour le coup, ça c'est assez sympa. Est-ce qu'on te parle souvent du groupe Nadao?
C'est une vraie question. Non, mais je réfléchis parce que pour le moment, j'ai pas parlé avec. Je suis en début de thèse, donc j'ai pas encore vraiment parlé avec des gens, T'es pas dans des ta première locuteurs. Je suis dans ma première année, j'ai commencé en janvier, donc c'est récent. Mais oui, ça fait partie des choses qui viennent assez facilement. Tu représentes un peu la langue occitane quand même. Oui, du coup, on est sur un groupe très connu et. C'est bien pour l'occitan en vrai. Oui, non, carrément. Alors. On repart sur le titre. On va repartir sur la thèse. L'enseignement bilingue de l'occitan. Bon, ça c'est fini. C'est juste l'enseignement du coup du français et de l'occitan. Ouais, alors pour le moment, on a mis enseignement bilingue parce que bon, fallait définir pour faire un sujet. Probablement que d'ici 3-4 ans, quand je soutiendrai, ce sera pas forcément exactement le même titre. Il faudra voir. Moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui touche à l'occitan dans le monde de l'école. Et du coup, ça peut être aussi bien l'occitan, les cours d'occitan, en fait, les cours de langue, que les cours en occitan. Donc c'est là qu'intervient la notion de bilingue, voire d'immersif. C'est-à-dire que dans l'enseignement des langues, on sépare, il y a 2 catégories. Il y a vraiment les cours de langue, c'est-à-dire quand on fait des cours d'anglais, LV1, LV2, LVA, B, ou je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant. Là, c'est des cours de langue. Et après, il y a ce qu'on appelle les DNL, en fait, c'est les disciplines non linguistiques. Ça, c'est par exemple, ce qu'on connaît souvent, c'est les gens qui ont fait une section euro. Ils avaient, par exemple, des maths en anglais ou de l'histoire géo en anglais. Ça, c'est une DNL, c'est une matière qui est en anglais. Et en fait, oui, le fait de faire de l'histoire géo ou des maths en anglais, ça va nous permettre d'améliorer notre anglais. Mais le but de la matière, le prof de maths, il n'est pas prof d'anglais. Il est prof de maths. Il a passé une certification pour faire le cours en anglais, mais lui, il n'est pas prof de langue. Donc le but, ça va être de faire autre chose. Ça va être de construire des savoirs dans la langue. Et en fait, le fait que ce soit en anglais, là, par exemple, ou en occitan, ça ne va pas juste permettre de mieux parler la langue, mais ça va permettre de construire les savoirs autrement, en fait, d'activer en quelque sorte d'autres zones du cerveau au niveau cognitif, etc. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le fait d'être bilingue précoce, par exemple, donc bilingue avant l'âge de 6 ans, ça permet vraiment d'améliorer les capacités de conceptualisation, en fait. Ce qui fait que derrière, au niveau pratique, ça veut dire des enfants qui, en moyenne, sont meilleurs en maths, ont des meilleures facilités à apprendre les langues, sont meilleurs en anglais, voire, selon les études, ont même des meilleurs résultats parfois dans leur langue maternelle, en fait. C'est-à-dire qu'en français, finalement, ou peut-être que quelqu'un qui est dans l'enseignement immersif. Donc, immersif, ça voudrait dire que c'est majoritairement dans l'autre langue. Donc là, par exemple, en occitan. Mais ça ne veut pas dire que derrière, ils savent mieux parler occitan que français, parce qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, de toute façon, ils parleront français. Ils auront quand même des cours de français parce que c'est obligatoire pour être à l'école. Et potentiellement, ils sont peut-être même meilleurs en cours de français à l'arrivée que des élèves monolingues qui ont été à l'école, probablement comme nous 3. Voilà. Okay. Donc moi, ça touche, pour le moment, ça touche vraiment à tout ce qui, tous les enseignements qui ont de l'occitan, donc que ce soit les cours de langue ou les cours en langue, qui m'intéressent. L'idée, c'est que en fait, avec cette thèse, tu pars du postulat que être bilingue, ça va te permettre à développer plus de capacités. Et donc, tant qu'à faire, pourquoi pas choisir l'occitan, histoire de choisir quelque chose qui va te permettre et de développer une nouvelle langue, donc, et tes capacités cognitives, on va dire, mais aussi d'en apprendre plus sur le patrimoine, puisque l'occitan, c'est pas vraiment juste une langue, c'est aussi toute une richesse de territoire. Oui, alors, comment dire, j'ai un peu oublié le début de la question, mais je m'étais dit, c'est pas tout à fait ça, c'est pas que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est que c'est pas ça sur non, ça c'est pas ça qui t'intéresse, mais c'est ta base, sur ça que je vais travailler, mais en effet, ouais. Et justement, ça va venir dans la deuxième partie, en fait, quand on va arriver à la fin de la formulation de la thèse, dans le côté argument scientifique. Parce qu'en fait, le but de ma thèse, ça va être d'essayer de comprendre les élèves qui apprennent l'occitan de nos jours. Pourquoi ils sont en occitan. C'est-à-dire, au niveau des parents, parce que bon, jusqu'à un certain âge, généralement, on va pas se mentir, c'est quand même surtout les parents qui décident qu'est-ce qu'on fait comme matière. Mais aussi potentiellement au niveau des élèves, parce qu'à partir d'un certain âge, et puis des études ont montré aussi que les élèves, que les enfants dans les familles peuvent être vraiment le moteur de la transmission. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai cité un colloque qui devait se passer à Bilbao, mais qui était en visioconférence. J'ai pas pu aller à Bilbao, c'est dommage. La semaine dernière, et il y avait une étude qui avait étudié des familles au Pays Basque espagnol, par exemple, et qui montrait que il y avait des familles, par exemple, dans lesquelles, parce que les enfants allaient à l'école en basque, ils revenaient à la maison, du coup, ils parlaient en basque, et puis ils faisaient les devoirs en basque, et puis donc ils étaient demandeurs, en fait. Et par exemple, la mamie,
elle savait parler basque, mais dans la famille, à ce moment-là, tout le monde parlait espagnol. Et en fait, petit à petit, la mamie s'est mise à parler un peu en basque. Et puis du coup, le père aussi, il savait parler basque. Et en fait, petit à petit, il y a une dynamique qui fait que, comme les enfants parlaient basque, tout le monde s'est remis à parler basque, par exemple. Ils ont réintroduit leur langue. Voilà, alors là, ils l'ont plus. Enfin, c'était une réintroduction en quelque sorte, mais ça montre bien que les enfants, en fait, peuvent être vraiment des vecteurs de transmission. Donc ça, j'ai découvert ça la semaine dernière, je trouve ça hyper intéressant pour ma thèse, parce que du coup, ça met un vrai accent sur le fait que s'intéresser à pourquoi les élèves peut-être aiment apprendre l'occitan, ça va être important pour moi, puisque le but, donc, c'est de savoir pourquoi les parents et les élèves, ça les intéresse, ces enseignements d'occitan. Aussi, si possible, pourquoi ceux qui ne font pas de l'occitan ne font pas de l'occitan. Aussi, notamment s'il y a la possibilité dans le collège, pourquoi on ne l'a pas choisi, en fait. Qu'est-ce qui a joué. Et donc, le but, c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de la thèse avec l'argumentation scientifique. En fait, l'argumentation scientifique dans le titre de ma thèse, c'est pas juste parce que c'est une thèse et donc c'est une argumentation scientifique, c'est qu'en fait, ma thèse, elle a été commandée par un organisme public qui fait de la politique publique, de la politique linguistique. Et eux, le but, c'est de savoir comment agir sur le terrain. Et donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui peut motiver les gens à aller en cours d'occitan, en fait. Leur but, c'est qu'il y ait plus de gens qui apprennent l'occitan. Voilà. De sauvegarder un peu la langue occitane. C'est ça. Donc, c'est une sorte de... au sens large du thème, j'entends bien, une sorte de promo de l'occitan, le but final. Exactement. Okay. Voilà. Et donc, le but derrière, pour moi, ça va être d'essayer de voir, de développer un peu un argumentaire, c'est-à-dire voilà, de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur des représentations qui sont positives, négatives, à quel niveau de la population, à quel point elles sont ancrées, par exemple, ces représentations, pour voir sur lesquelles on peut jouer, lesquelles on peut modifier, lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas. Et voilà, pour essayer de trouver des stratégies pour encourager les gens à s'inscrire en occitan. Et donc, du coup, ces représentations sociales dont tu parles, il y a du coup le cas là, donc des enfants qui parlaient basque et qui peuvent reparler avec leur grand-mère et tout ça. Tu as d'autres exemples que tu as pu voir ou qui t'intéressent actuellement ? Alors pour le moment, comme je disais, j'en suis au tout début, donc j'ai pas vraiment encore de données. Moi, je vais faire passer des questionnaires et après probablement des entretiens qualitatifs, des choses comme ça. Des choses que tu as lues dans la biblio, sinon. Ouais. Oui, non, mais d'une manière générale, une représentation dont on sait quand même qu'elle est dans la population, c'est que, par exemple, l'occitan, ça sert à rien. Enfin, voilà, ça va être... Enfin, c'est une représentation, c'est une opinion en quelque sorte, mais voilà, c'est une opinion, mais du coup, c'est une représentation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle le répertoire linguistique, c'est-à-dire toutes les langues, non seulement qu'on parle, quel que soit le niveau de compétence, mais aussi toutes les langues avec lesquelles on a été en contact ou dont on a conscience en quelque sorte. Mais à l'intérieur de ce répertoire, en fait, les langues sont plus ou moins organisées, hiérarchisées, et on va assigner des valeurs, en fait. Il y a un système de valeurs à l'intérieur. Et donc, il y a des langues, par exemple, qu'on va peut-être considérer comme plus utiles que d'autres. Donc, dans l'enseignement, typiquement, probablement que beaucoup de gens vont nous dire l'anglais, c'est une langue utile à apprendre. Et du coup, par comparaison, l'occitan, ça sert à rien. Oui, ça fait sens dans l'internationalisation, la mondialisation, tout ça. Voilà, alors que... Enfin, l'occitan, ça sert à rien. C'est un raccourci énorme, en fait, de dire que l'occitan ne sert à rien. Ça sert à rien. Oui, par exemple, ça va pas servir à grand-chose pour faire de la grande communication internationale. Mais après, c'est pas... Pour sauvegarder le patrimoine, plus. Voilà, mais c'est pas la seule fonction d'une langue. Et on en revient exactement au débat avec ma collègue l'autre jour qui me disait que c'était une langue morte parce que ça servait plus au commerce. Ah non. Et en fait, alors déjà... D'une part, qui nous dit que, je sais pas moi, sur le marché de Montauban, il n'y a pas un papy qui vend des melons en occitan. C'est très stéréotypé ce que je dis, mais en même temps, c'est la réalité. Il y a il y a des gens qui utilisent encore l'occitan. Ils pourraient parler français parce qu'ils parlent tous français, mais c'est un choix. Et donc, bon, ça sert pas à rien dans l'absolu. C'est une langue qui peut être une langue de cœur, la langue qu'on parle avec sa mamie, par exemple. Ça sert pas à rien d'avoir une langue. Enfin voilà, et de faire plaisir à sa mamie. Il y a des. Mon directeur de thèse, il nous parlait de problèmes. Alors je crois que c'était parce que lui, il est italien, il a pas mal bossé en Italie, des dialectes ou des langues un peu très locales où il y avait presque plus de locuteurs et où par exemple ça pose des problèmes dans les maisons de retraite parce que du coup, ou des gens qui ont dû déménager dans une autre région et en fait par exemple avec les démences et Alzheimer et compagnie, souvent c'est la langue maternelle d'il y a très très longtemps qui reste et on oublie les langues qu'on a apprises après. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui parlent une langue que plus personne parle dans la maison de retraite et du coup, les soignants ne peuvent pas communiquer avec, par exemple. Enfin voilà, on est là, pour le coup, quand on parle de l'inutilité de la langue,
Surtout que tu as bien dit qu'il y en avait encore quand même pas mal de gens qui parlaient l'occitan. Tout à fait. Et on a vu en plus, là j'ai vu il y a pas longtemps un reportage à la télé, justement il montrait qu'il y a des attestations de déplacement et tout ça par rapport au Covid qui étaient faites en langue traditionnelle. Alors par exemple, je crois que c'est plus je sais plus où ils étaient, je crois en Bretagne. Et il montrait que voilà, c'était le patois local et que les attestations étaient complètement écrites là-dedans et que du coup la plupart des personnes qui se déplaçaient du coup utilisaient celle-là parce que c'est celle qui comprenaient, qui lisaient et qui pratiquaient. Mais mes collègues au bureau, c'est nous qui produisons les attestations, enfin pas moi, mais mes collègues qui produisent les attestations en occitan. Ouais, voilà, mais c'est ça, c'est pareil. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire, je trouve ça incroyable. Voilà. Et là, ce qui était intéressant, ce qui a été assez intéressant, c'est que c'était un enjeu, où il y avait. Il n'y a pas énormément d'enjeux dans le sens où de toute façon l'attestation, il faut qu'on l'utilise. On est obligé d'utiliser une attestation. On est en France, on est censé écrire en français, donc de toute façon tout le monde va prendre l'attestation en français. Et il y a eu le parti pris de se dire, pourquoi pas la mettre en bilingue. De toute façon, c'est pas non plus je sais pas comment dire, mais ce qui est écrit sur le document, grave, le tout c'est que si on se fait arrêter par la police, on a le document, on l'a rempli, on l'a coché. Ils disent ok, vous allez chez le docteur. Voilà. Et du coup on s'est dit oui, pourquoi pas les mettre en occitan. Et en fait il y a la police, par exemple, apparemment, ou je crois que c'est la police nationale sur Twitter ou Facebook, je sais plus, qui avait relayé, ils avaient trouvé ça plutôt marrant en disant c'est une bonne idée. Et moi, mes collègues, ils ont vu avec le ministère de l'Intérieur, il me semble, pour nos attestations, elles sont téléchargeables. Alors, je dis nos attestations, celles d'avant, parce que là, je sais pas où ça en est avec la nouvelle, mais sont téléchargeables sur le site de l'Intérieur directement, il me semble, dans la version occitane, parce qu'ils ont dit pourquoi pas, tant que c'est bien le bon texte, voilà. Donc voilà, et sachant que ça reste. Oui, il n'y a pas un enjeu énorme, voilà. Mais c'était l'occasion. Et en fait, pendant le premier confinement, par exemple, il y a eu, ça a donné un peu un regain en fait le confinement aux langues minoritaires. Parce que il fallait recréer du lien très local ou parce que comme on a été beaucoup sur le numérique, donc il y a des trucs pédagogiques qui se sont mis en place, etc. Et en fait, on voit que c'est pas mort et que justement, il y a des moments de crise peut-être où ça permet de faire ressortir un côté communautaire, mais pas au sens... raciste du terme. Voilà. C'est là qu'il faut faire attention. En fait, aujourd'hui, en plus, c'est un jour particulier parce qu'aujourd'hui, précisément, à l'Assemblée nationale, il y a la première loi portant sur les langues minoritaires depuis 1951, qui était la loi précédente qui autorisait leur enseignement à l'école, en fait, qui est en train d'être votée à l'Assemblée. Et donc ce matin, je regardais avec mes collègues, on était tous en train de regarder. C'était très, très houleux comme débat. Parce qu'ils veulent interdire, ils veulent bannir les langues minoritaires des... Non, alors là, c'est un député breton, en fait, qui veut plus de protection, et qui veut je l'ai vu passer, ça, oui. Ça s'appelle la loi Molac, parce que c'est le député Molac. Et Paul Molac, et qui veut plus de protection et assurer un certain niveau d'enseignement à l'école, s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à l'enseignement dans une langue minoritaire de son choix local, là où il est, etc. Et c'est très débattu parce que en fait, les langues minoritaires elles cristallisent en France le problème de l'unité de la nation, qui est que on s'est construit comme une nation unitaire depuis la Révolution française, la République, la laïcité en 1905. Et en fait, c'est depuis la Révolution française. Avant, sous l'Ancien Régime, la France était profondément multilingue, les individus étaient plurilingues. À Bordeaux, on parlait gascon, qui est une variante de l'occitan. Ça veut pas dire que personne parlait français, mais je veux dire, localement, les gens, ils parlaient généralement gascon. Bordeaux, fait peur au niveau de la communauté, en fait. Voilà, Bordeaux, c'est un port international, ce qui fait que les gens, localement, oui, ils grandissaient en gascon majoritairement, mais en fait, ils baragouinaient anglais, portugais, espagnol, italien, allemand, néerlandais, parce que de toute façon, il fallait parler avec les gens. Et on parlait pas anglais à l'époque. Le français, c'était la langue internationale, mais de la diplomatie. Ça veut pas dire que tout le monde apprenait le français à l'école. Et voilà. Et en fait, à la Révolution française, il y a eu ce truc de dire, oui, mais... si on fait une loi et qu'on l'écrit en français et que tout le monde la comprend pas, comment on va faire? Si on envoie crier une loi, j'en sais rien, que les gens parlent pas français, ils vont pas comprendre, tout le monde sera pas égal devant la loi, etc. Et donc, il y a eu vraiment cette notion qui a été créée à cette époque-là, qu'il fallait éradiquer les patois. C'est vraiment le terme qui était utilisé à l'époque, éradiquer les patois. C'est un peu violent. Donc, au 19e siècle, ça a commencé à se mettre en place. Et après, il y a la Troisième République qui est passée par là, avec l'école publique gratuite et obligatoire pour tous, la loi Jules Ferry. Et là, c'était interdiction non seulement d'enseigner la langue régionale, donc l'école en français, tout en français, mais
une grosse discrimination et des punitions sévères pour les gens qui utilisaient la langue. Et en fait, il y avait un système de délation qui était Non, mais c'est-à-dire la que France. Mais là, alors ça porte plusieurs noms en occitan. Souvent, ça s'appelait loupalou. Au Pays Basque, ils appelaient ça lanti. On m'a souvent dit que ça s'appelait le signal. C'était un système en fait il y avait par exemple un objet. Donc là, j'ai vu un film il y a pas longtemps, une espèce de docu-fiction. Où là, dans cette école au Pays Basque, c'était un bout de bois accroché autour d'une ficelle qu'on mettait autour du cou. Et donc, c'est du genre, la maîtresse, le matin, elle entend un gamin parler occitan ou basque, elle lui donne l'objet, il le met autour du cou. Bon, déjà, gros stigma, il a parlé occitan. Bon. Et puis, en fait, le dernier qui a le signal à la fin de la journée, c'est lui qui se prend la punition. Donc, si t'entends Michel qui dit un mot en occitan dans la cour, tu fais « Ah, Michel, il a parlé occitan !» Hop, tu lui donnes le palou. Et en fait, comme ça passe d'enfant en enfant. Et à la fin de la journée, celui qui a encore le signal, c'est lui qui se prend la punition. Ah ouais. C'est chat, une version énervée, quoi. C'est chat énervé, ouais, complètement. Exactement. Et donc, c'est avec ce genre de politique qu'en fait, ça fait qu'on a eu 2-3 générations faciles qui parlaient plus occitan parce que... ou toutes les langues régionales, hein. Parce que ils se faisaient littéralement défoncer. Parce qu'à l'école, parce qu'ils le faisaient. Et puis on a intériorisé ce fait que c'est pas bien. Et puis ça, comment dire, il y avait cette représentation. Voilà, c'est là que ça m'intéresse aussi, que les patois, c'est pas des vraies langues, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on parle à la campagne quand on n'est pas éduqué. Alors qu'en fait, l'occitan. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un inconscient collectif. Inconscient collectif, ouais. C'est non, vraiment mais voilà, le patois, c'est un truc de paysans ou des trucs comme ça, quoi. Non, mais c'est ça. Et alors que, c'est des langues, elles ont une grammaire, un vocabulaire, et voilà. On peut les utiliser pour faire tout, ou quasiment tout. Après, il y a des langues pour lesquelles, par exemple, il y a un vocabulaire maintenant qui est restreint. Mais c'est parce que comme on les a plus utilisées, on n'a pas développé le vocabulaire. Donc on va vous dire parfois, mais est-ce que tu peux parler d'informatique dans ta langue ? Alors, tu peux coder ? Non, mais c'est un peu ça, en fait. Et le truc, c'est que tout dépend à quel point on l'utilise. Et c'est à ça que ça sert aussi parfois de revitaliser des langues. Et dans les mouvements de revitalisation, parfois, il y a des problématiques qui sont, il faut qu'on recrée du vocabulaire pour tout ce qui est le vocabulaire contemporain, en fait. Donc, par exemple, tout ce qui va être informatique, commerce international, ce genre de choses. Mais c'est possible. Et une fois que les gens se mettent à les utiliser, ces mots, ils rentrent dans le lexique. Puis c'est bon, on peut repartir, quoi. Et donc, nous, par exemple, en occitan, il y en a peut-être plusieurs. Moi, j'en connais une pour le moment, une revue de sociolinguistique où on peut publier en plusieurs langues et ils acceptent l'occitan, en fait. Et c'est volontaire dès le début, quoi. Mais moi, je me dis, dans ma thèse, alors je sais pas si je serai publiée, mais du coup, je me suis dit, allez, dans 3 ans, un article en occitan, c'est trop bien. Ce serait sympa, quoi. J'ai une question un peu pour revenir un peu plus sur ta thèse directement. Donc, je me doute que tu parles occitan. Alors, oui et non. Est-ce que tu parlais occitan avant de commencer ta thèse ? Alors oui, mais pas depuis longtemps. Ouais. En fait, j'ai commencé l'occitan il y a 3 ans à la fac en cours du soir, à l'université Bordeaux-Montaigne. Et c'est quand j'ai commencé mon master de sciences du langage. Et en fait, à ce moment-là, il y avait mon directeur de recherche qui venait d'arriver pour reprendre la chaire de sociolinguistique. Et lui, il était à fond sur l'occitan, en fait. Il nous en parlait beaucoup dans les cours. Et donc, ça s'est un peu mis ensemble avec le fait que moi, j'avais commencé l'occitan parce qu'il y avait une autre prof qui m'avait un peu motivée pour le faire. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fini par partir en thèse avec lui sur l'occitan, en fait. Ok. Et la deuxième question, du coup, on sent bien que tu nous l'as dit, le but précis de ta thèse, vu que c'était une commande, entre guillemets, c'est la promo de l'occitan. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Mais est-ce qu'il y a un but perso quand même derrière ? C'est dur comme question. Oui, non, mais c'est peut-être que tu n'as même pas encore réfléchi. Non, mais pas perso spécifiquement. T'es pas une ardente défendeuse de l'occitan ? Je le deviens, enfin, je le suis devenue petit à petit. En fait, maintenant, ça m'intéresse. En plus, là, je vais quand même bosser pendant 3 ans, du coup, dans cette structure, donc que j'ai toujours pas nommée, donc je vais peut-être le faire quand même. Donc, c'est l'Office public de la langue occitane, en fait, qui est un groupement d'intérêt public entre Région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et l'État. Donc, c'est vraiment un organisme qui va faire de la politique linguistique sur le territoire. Et du coup, là, moi, je vais bosser avec eux pendant 3 ans. Donc, je suis dans une équipe. On est une petite équipe. On est 8 répartis entre Bordeaux et Toulouse. Donc, c'est pas très grand comme organisme. Mais
Mais je vois ce que mes collègues y font. Enfin voilà, eux, ils font de la vraie politique linguistique. Ils mettent en place des dispositifs pour former des profs, pour recruter des étudiants, pour faire les attestations en langue, ce genre de choses. Et je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça hyper motivant en fait, et de me dire que ça va, et que ça va pouvoir servir. Et puis par exemple, donc dans l'équipe, on parle pas tous occitan à la base. Mais ceux qui le parlent pas ou peu, on a des cours en fait aussi qui sont subventionnés par la structure. Mais par exemple, moi, mon chef et mon collègue de bureau qui est juste à côté de moi, eux, ils parlent occitan à fond. Et dès qu'ils parlent entre eux, en fait, alors si moi je suis dans la conversation, ils vont pas forcément, enfin ça dépend. Mais eux entre eux, ils sont tout le temps en occitan, par exemple. Donc quand je dis c'est une langue vivante, c'est-à-dire que moi je l'entends au bureau comme langue. Enfin tu vois, et je dis pas ça du tout. C'est pas, je juge pas les représentations, mais voilà, moi je l'entends au bureau. Et je les entends parler politique linguistique, parler organisation du travail, faire des blagues. Enfin, ils font tout ce qu'on peut faire en français, ils le font en occitan. Voilà. Après, au niveau perso, tu demandais, moi l'occitan, en fait, alors c'est pas la thèse spécifiquement, mais le fait de l'étudier et de m'y intéresser, ça m'a fait me rendre compte que j'ai une mamie qui le parle, mais moi, elle me l'a jamais spécifiquement parlé, donc c'est maintenant après qu'elle m'a dit « Ah, mais moi, tu sais, je le parle. » Ah bon, ben... Voilà, et que en fait, mon grand-père qui est mort il y a plus de 10 ans, en fait, a priori, il parlait occitan. Ah, donc ça te rapproche un petit donc, peu mais je le sais 10 ans après, en fait, parce que du coup, j'ai une tante qui me fait « Ah, mais tu sais, grand-père, il parlait patois. » Et j'étais « Ah, mais patois, mais tu veux dire quoi ?» Voilà, mais ça veut dire quoi ? Il était de Bayonne. Et en fait, c'est pour ça aussi, ça m'a permis de comprendre. Dans ma famille, on me disait toujours « Ouais, grand-père... il est de Bayonne, mais il est pas basque. Hein. C'était le truc, quoi. Et moi, je comprends pas. Bayonne, c'est basque, quoi. Mais non, en fait, Bayonne, c'est la ville frontière, c'est compliqué. Hein, mais on va se mettre les basques à dos, ça y est. Elle est gasconne et basque. Et donc, voilà, il y a des gascons et des basques à Bayonne. Et donc je sais pas qu'est-ce qu'il parlait spécifiquement, mais visiblement, mon grand-père, il parlait gascon, quoi. Tu parles d'analyse des représentations sociales. Oui. Qu'est-ce que tu définis comme analyse des représentations sociales ? Alors, les représentations sociales, donc déjà les représentations, bon, ça paraît logique, hein, mais l'idée c'est que, on ne perçoit et on interagit avec le monde déjà, enfin on n'interagit pas avec la réalité d'une manière directe, ça je pense que tu vois au niveau des sciences dures, entre guillemets, ça te parle, on interagit avec le monde par nos sens, ça c'est vraiment au niveau primaire on va dire, hein. Et donc, on ne perçoit pas 100% de la réalité. Et donc, au niveau social, on ne connaît pas 100% de ce qui existe dans la réalité. Et donc, les représentations, c'est cette image du monde qu'on a nous-mêmes. Et les représentations sociales, plus précisément, c'est des images qu'on a en tant que groupe. L'addition de représentations individuelles, c'est qu'il y a des représentations, du coup, qui se construisent en tant que groupe, en fait. Et par exemple, dans les représentations sociales, on va avoir un type de représentation que tout le monde connaît, au moins un peu, ce qu'on appelle le stéréotype, par exemple. Oui. Et le stéréotype, donc, c'est une représentation qui est grossière, qui n'est pas du tout dans le détail, qui souvent est relativement fausse, et qui va être souvent un grossissement de quelques traits caractéristiques. Un cliché. Et en fait, si je vous dis, par exemple, « Ah, j'ai un copain, il est japonais, et puis là, tout de suite, vous vous imaginez quelque chose par rapport au fait que j'ai dit « il est japonais ». Ça peut être des traits physiques, donc asiatiques, les yeux bridés, les cheveux noirs, courts, peut-être plutôt minces, pas très grands, voilà. Mais vous allez aussi vous représenter des choses, peut-être au niveau social, spontanément se dire c'est probablement une personne, donc les stéréotypes japonais, très poli, très ponctuel, qui parle doucement, qui va pas trop... Il lit des mangas, qui lit des mangas, ce genre de choses. Là, on est plus sur du cliché raciste. Non, mais en fait, le stéréotype, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est basé sur des traits qui sont plus ou moins vrais, plus ou moins attestés, mais en fait, c'est une connaissance qu'on a et qui nous vient de notre vie sociale, en fait. Oui, c'est pas nous qui l'avons inventé. Voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé et ça vient pas de notre perception réelle si on n'a jamais croisé de japonais de notre vie. Bien sûr. Pourtant, on a une connaissance du monde. Et en fait, c'est en ça que le stéréotype, par exemple, il est pas mauvais. Enfin, le fait d'avoir des stéréotypes, c'est obligatoire dans la vie, en fait. Sinon, on pourrait pas vivre dans le monde, en fait. C'est une espèce de prêt à agir, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire, de mode d'emploi de base. C'est-à-dire, si j'ai un japonais en face de moi, je vais avoir un code. Et après, je vais m'adapter petit à petit, parce que plus je vais rencontrer des Japonais, plus je vais pouvoir affiner... s'adaptent pas du tout. Hein. Non, mais voilà. Mais on va pouvoir affiner la représentation qu'on a et on va s'éloigner, par exemple, du stéréotype et aller vers une représentation qui va être de plus en plus pointue. Et c'est vrai que, par exemple, si on est spécialiste scientifique d'un sujet, forcément qu'on va avoir une représentation qui est beaucoup plus pointue.
Voilà, mais il y a des gens qui vont, même des gens qui n'ont jamais fait d'études dans un sujet, ils ont une opinion, ils ont une image de ce que c'est. Et donc c'est ça la représentation et la représentation sociale en fait. Et les représentations sociales, on peut, donc c'est des choses très complexes en fait, parce que, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans la représentation. Déjà parce que l'objet des représentations sociales souvent sont très complexes, parce que c'est des objets sociaux, donc voilà. Et en fait, on peut les décomposer. Alors ça, moi, j'ai pas encore travaillé là-dessus, mais ça fait partie de la méthode que je vais utiliser, qui s'appelle la méthode MAC, la méthode d'analyse combinée des représentations sociales des langues, précisément, qui part du fait qu'on peut décomposer un peu les représentations en éléments un peu basiques, des petites unités de représentation, on va dire, qui composent une plus grande représentation plus complexe. On va les appeler des cognèmes. Et donc le but de cette méthode, en faisant passer des questionnaires qui sont calibrés d'une certaine manière, ça va être de comprendre comment la représentation est organisée, structurée, c'est-à-dire comment les cognèmes sont reliés les uns avec les autres, lesquels sont rapprochés, lesquels sont éloignés, lesquels... et en fait, à l'intérieur des représentations, ces cognèmes, il y en a qui vont être plus importants que d'autres pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, donc un exemple que j'ai lu dans un article il n'y a pas longtemps sur ça, qui expliquait la méthode, c'est par exemple, si on vous fait passer un questionnaire pour un nouveau smartphone, et on pose plein de questions pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans un smartphone. Et si on vous dit, est-ce que vous préférez tel ou tel visuel ? Bon, vous allez choisir le visuel que vous préférez. Ensuite, tel ou tel, système d'exploitation, les applications, on va faire tout un tas de trucs. Et à l'arrivée, est-ce que vous l'achetez ou pas ? Bah non, parce qu'il coûte 3 000 € votre smartphone. C'est-à-dire que le fait qu'il soit beau, qu'il soit pratique, machin, en fait, c'est cool, mais c'est pas ça qui est important à l'arrivée dans le choix à la finale, en fait. Et donc là, ça va être pareil. Il y a des représentations, il y a des cognèmes qui vont être hyper importants, et d'autres, en fait, on a ces représentations, mais au final, elles sont pas très importantes. Et aussi, il y a des cognèmes qui vont être plus faciles que d'autres à changer. C'est-à-dire qu'il y a des représentations pour lesquelles ça, mais voilà, une fois qu'on est convaincu ou une fois qu'on l'a vu, etc., c'est bon, ça, on a cette représentation, c'est fini. Puis il y a d'autres aspects, peut-être là où on connaît moins, ou voilà, on va pouvoir être plus facilement convaincu, peut-être avec des arguments, justement, c'est là qu'arrive mon argumentation. Donc le but, ça va être d'identifier à quel endroit des représentations. Déjà, comprendre quelles sont les représentations, comment elles sont structurées, et une fois qu'on a compris ça, à quel endroit on peut agir vraiment pour essayer d'améliorer les choses, c'est-à-dire de convaincre les gens que c'est cool d'apprendre l'occitan, en gros. Ça, c'est ton argumentation, du coup. Voilà. Ok. Exactement. Okay. C'est bon, j'ai les deux parties, du coup. T'as une question encore sur la thèse ou pas ? Moi, je voulais savoir, justement, un petit peu, toi, à titre perso, donc tu nous as expliqué un petit peu comment t'en étais arrivé juste là, et est-ce que, t'es au tout début, mais t'as l'air quand même d'être assez pris par ton sujet, ça a l'air de bien se passer et tout, est-ce que t'es contente pour le moment ? Qu'est-ce qui se passe bien ? Oui, mon sujet, moi, je le trouve super intéressant, vraiment, et aussi bien au niveau intellectuel, c'est-à-dire, comment dire ? Moi, j'ai fait pas mal d'études universitaires, en fait. Je suis plus ultra jeune et je suis à la fac depuis quasiment en continu depuis 2006, en fait. J'ai eu mon bac en 2006. Ah oui. Et en fait, j'ai fait plusieurs licences et plusieurs masters, surtout, et dans les langues et dans les sciences du langage, en études sur le genre aussi. Et j'ai rédigé 3 mémoires en tout, qui portent tout le temps sur les représentations sociales, mais toujours sur un aspect un peu différent, en fait. Donc, vraiment, moi, m'intéresser à ce qui se passe un peu dans cette espèce de psyché sociale, on va dire, ça m'intéresse énormément. Mais là, il y a vraiment l'aspect aussi de se dire que ça va avoir un impact réel sur le terrain, qu'il y a une vraie demande de la part des gens sur le terrain, des gens qui veulent qu'on puisse parler occitan, etc., et de la part de mes employeurs aussi. Voilà, ça t'investit toi en tant que personne dans le sujet. Exactement. En fait. Et du coup, le fait que je sois dans cette structure, mais ça fait que je travaille pas toute seule dans mon coin. Mais c'est pas eux, ils sont pas universitaires en fait. Je suis la seule universitaire dans l'équipe. Et eux, c'est des chargés de mission dans la fonction publique. Donc ils ont des missions, ils mettent en place des dispositifs, mais ils ont des parcours très variés. Il y en a un par exemple qui est inspecteur. Alors, je ne sais plus ce que c'est le terme, mais il est IEN, mais en gros, il est inspecteur dans le primaire, je crois, à la base. Et il a été détaché par l'Éducation nationale pendant 1 an là, pour travailler avec nous. Et c'est passionnant parce qu'il est hyper fort en didactique, par exemple.
Et on n'a pas du tout la même approche et on discute. Enfin voilà, le simple fait de discuter, ça fait explosion intellectuelle dans le bureau, c'est hyper intéressant. Donc voilà, il y a ça. Et puis, en fait, moi, j'ai pas beaucoup avancé jusque-là parce que l'Office a aussi essayé là, de développer une mission de communication à la fois sur la vulgarisation, mais aussi faire plus de communication scientifique. Et du coup, ils s'étaient engagés à participer à 2 événements, donc 2 colloques. Enfin, un colloque et un congrès. Et en fait, du coup, ils m'ont demandé si je voulais bien, moi, faire ces communications. Donc, sachant que c'était pas des communications sur mon travail, parce que je l'avais... Enfin, j'en ai parlé un peu à la fin, de dire, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'était sur l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a eu lieu l'année dernière. Donc, j'y ai pas participé. Moi, j'étais pas encore là. C'était une enquête qui a été menée auprès de 8000 personnes sur 22 départements, plus le Val d'Aran en Espagne. Et donc, c'est moi qui suis allée présenter la méthode, les résultats. Donc en visio, mais faire une conférence à Québec et donc la visio à Bilbao aussi. Plus ma thèse en 180 secondes qui rentre carrément dans les missions de vulgarisation du coup de la structure. Du coup, plus par exemple le podcast, c'est voilà tout ça où je suis aussi dans cette. Pas à le partager, dans cette. Non, mais tout à fait. C'est le but. Hein. Ils sont à fond. Non, mais voilà de faire connaître et l'occitan d'un côté sur le simple fait. C'est pour ça que ma thèse en 180 secondes, ce qui était intéressant, c'est que bon, même si j'ai été entre guillemets que à La Rochelle, j'étais à la finale. C'est très bien. Non, mais voilà, c'est pour ça il n'y a pas de jugement, mais c'est juste que on aurait voulu, on aurait espéré, ça aurait été génial d'aller plus loin, mais voilà, le simple fait que ce soit diffusé à l'échelle régionale. C'est vachement bien déjà. Comme ça, et voilà, que les gens ont vu, ah mais attends, ça existe l'occitan. Ah mais attends, il y a des gens qui apprennent l'occitan à l'école. Ils font de la recherche en et occitan. Voilà, et en plus, ils font de la recherche en occitan et sur l'occitan. Donc voilà, c'était vraiment cette mission. Donc là, sur le début de la thèse, j'étais vraiment à fond en mode communication. Bah oui, ça se voit. Et tu as commencé qu'en janvier en plus. Voilà. Mais en même temps, ça me correspond assez, vu comme j'ai dit au début, j'étais guide touristique à la base, et du coup, la vulgarisation et la médiation. Et la médiation, c'est ce que j'aime en fait, et c'est ce que je sais faire. Je sais pas si je suis hyper bonne, mais c'est ce que j'aime bien faire. Bon, déjà, t'aimes le faire, donc voilà, j'aime le faire. Je pense que c'est vraiment la base de faire bien quelque chose, c'est d'aimer le faire déjà. Voilà, ouais. C'est une première étape. Ouais. Et notamment dans ces domaines-là, puis là, la thèse, c'est quand même 3 ans. Oui, il faut pas se lancer dans ça si. Vaut mieux être motivé. Mais voilà, non, sinon ça se passe bien. Ok. Parlons de la thèse. Ah bah oui. Toi, tu voulais rajouter un truc peut-être Non, j'allais te demander justement après à côté de la thèse, mais parlons de la thèse. C'est ça que je voulais faire. Vas-y, je te laisse poser la question. Mais non, vas-y, je t'en prie. Je te remercie. Est-ce que tu as besoin, en tant que thésard, de parfois un peu sortir de ta thèse, ou t'aimes bien y rester dedans et penser à ça tout le temps Ça passe pas. À chaque fois, j'ai l'impression de poser cette question, j'ai l'impression que c'est une tare, mais c'est absolument pas une tare. Non, mais... Ou est-ce qu'en gros, tu fais des activités pour te sortir un peu de ta thèse ? Alors, en fait, moi, du coup, c'est un peu... Enfin, je sais pas, parce que, comment dire, j'avais cette vision que j'arrêtais pas de voir tout le temps. À chaque fois que j'entendais parler des thésards, je voyais des blogs, des machins, toujours ce truc du thésard qui vit à 300%. Ah oui, c'est ce qu'on essaie de déconstruire un peu aussi. Voilà, et qui le vit très mal, souvent, dans les strips et tout ça, on voit... Et en fait, là, l'avantage de faire la thèse dans la structure, c'est que moi, je suis employée, j'ai un contrat, je suis en CDD, etc. Et du coup, je suis à 35 heures, en fait. Et comme les autres sont à 35 heures aussi, et même si là, on est beaucoup en télétravail, on est connecté sur le chat d'entreprise, et on doit pointer, par exemple. Et du coup, c'est vrai que je pointe, je fais mon genre 8h, 17h, voilà. Et du coup, je me pose pas tellement la question, dans le sens où, en plus, mes chefs m'ont vraiment bien dit que, ils me payent pour faire ma thèse. Moi, je fais ma thèse à 35 heures, quoi. Okay. Et du coup, je me pose pas tellement la question. Après, voilà, ça veut pas dire que j'éteins mon cerveau et que j'arrête d'y penser. Donc, je vais quand même y réfléchir en dehors. Je vais en discuter avec des potes doctorants ou quoi. Donc, ça sort un peu du cadre dans ce sens-là. Mais en même temps, encore une fois, comme moi, j'étais guide avant. Et quand t'es guide... c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a les heures où tu es payé pour être sur le terrain avec les touristes, mais en fait, avant, il y a les heures de préparation qui ne sont pas comptabilisées, etc. Et puis, quand tu lis un bouquin d'histoire ou un roman historique sur Aliénor d'Aquitaine, il est où le plaisir, il est où le travail, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que mes cours d'occitan de la fac, par exemple, est-ce que c'est pour la thèse, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est... Voilà. Donc, je ne mets pas vraiment de limite entre ce qui est complètement de la thèse et ce qui ne l'est pas. Aussi parce que, comment dire, il y a vraiment le travail où si je lis un article de recherche, où je rédige un chapitre, forcément, enfin là, j'en suis pas encore là, mais là, forcément, on est dans une activité qui relève complètement de la thèse. Mais
voilà, si je lis quelque chose qui porte pas directement sur ce sujet-là, mais qui parle de l'occitan, par exemple, voilà, on va être vraiment sur à quel moment c'est du plaisir, à quel moment c'est de la curiosité personnelle, à quel moment c'est de la thèse, discuter avec les collègues, et puis les missions de vulgarisation aussi, que je vais avoir dans la structure. À quel moment est-ce qu'on se dit ça c'est utile à la thèse, ça l'est pas, et puis d'un autre côté, par exemple, le simple fait de la vulgarisation, moi derrière, quand je vais venir voir les gens avec mes questionnaires, peut-être que s'ils ont été mis au courant qu'il y a ça, ça peut aider aussi. Donc voilà, dans ma tête, il n'y a pas vraiment de ça c'est de la thèse, ça c'est pas de la thèse. Okay. Mais voilà, dans ma vie, je regarde beaucoup de séries et je me suis mise à la couture. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'avais parlé d'une certaine série en question, Doctor Who. Vous allez embrayer pendant 10 heures après là. Ouais, non, mais on va pas parler. On n'est pas là pour parler de Doctor Who, mais c'est vrai que voilà, c'est ça qu'on cherchait aussi. C'est qu'est-ce qui te permet de décrocher aussi au bout d'un moment et de dire voilà, je fais pas ma vie sur l'occitan. Je veux dire, il y a aussi autre chose à côté. Tu vois, genre c'est un combat qui peut être très prenant. Et l'idée, c'est est-ce que tu allais à fond là-dedans ou est-ce que tu arrives à décrocher par d'autres biais Non, moi, je décroche clairement. Ouais. Je sais plus qui j'avais entendu dans un podcast précédent qui disait pareil, moi je suis à 35 heures, je rentre chez moi. Laura. Voilà, C'était Laura. Ouais. Toi aussi tu l'as dit. Hein, quand donc voilà, après moi je suis mariée donc à la maison. Enfin voilà, je veux dire le fait que c'est pas le même rythme de vie. Enfin voilà, qu'on a la vie de couple en fait et on mange ensemble, on regarde des séries ensemble, on fait beaucoup de jeux de société ensemble. Depuis le confinement là, on s'est mis aux jeux de société. Voilà. C'est la réponse. Codenames. Voilà. Et les jeux en ligne, on s'est mis à Among Us avec des amis. Enfin voilà, c'est voilà. Donc Viendez sur Hearthstone, on charge des gens. Mon mari a fait pas mal d'Hearthstone. Fut un temps. Je crois qu'il le fait encore un peu sur le portable. On est sur du champ de bataille là en ce moment, donc s'il veut venir, on charge des joueurs. Oh les geekos, c'est comment ça va? Je passe mon temps dessus là, en ce moment, c'est vraiment terrible. Hein. Je fais ça, et puis après, dès que j'ai fini, je fais The Office. Voilà, c'est ma vie en ce moment. Faut vraiment que je me mette à The Office, hein. J'en entends tout le temps parler. Pardon. C'est très très bien, ouais. Ricky Gervais, j'adore. Je trouve qu'il a une écriture trop forte. Il fait des yaourts en plus. Oh putain. Ça avait été soft jusque-là. Ouais, j'en retiens beaucoup depuis tout à l'heure. Hein, depuis le début de la journée, je me dis, non mais là, si je fais une vanne, ça va casser le rythme, donc je vais pas la faire. Bah là, du coup, on avait presque fini. Non, toi, elle était très bien placée. Là, pour le coup, voilà. J'ai la pression des fois quand je fais des vannes. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter avant qu'on passe à l'interview de Robin? Non, l'interro. L'interro de Robin. Là, comme ça, non. À part, on le redira à la fin, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur l'occitan. Et si ça vous intéresse, vous pouvez l'apprendre. C'est l'interro de Robin. Bon, du coup, petit interro. Mais là, c'est un petit peu cheaté parce que j'ai eu la réponse au cours du podcast. Tant mieux. Le but de ta thèse, du coup, c'est d'observer qui apprend l'occitan et qui pratique encore l'occitan au travers, du coup, des représentations sociales de l'occitan et de comprendre pourquoi il y a encore, du coup, cette langue qui est pratiquée et dans le but, du coup, de sauvegarder, du coup, cette langue. Ouais. Ah oui, moi, ça me semble. Moi, je veux juste préciser ce qu'est une représentation sociale. Oui, vas-y. Pour conclure ton truc, les représentations sociales, c'est vulgairement les stéréotypes qu'on a créés au fur et à mesure des interactions avec les autres et qui nous ont inculqué indirectement une représentation d'une personne, d'une ethnie, d'une classe sociale. Ouais, alors j'ai pris l'exemple des stéréotypes parce que c'est vraiment une représentation cristallisée. Oui, voilà. Après, les représentations sociales ne sont pas que des stéréotypes, mais voilà, exactement. Il y a quand même ce côté de construction sociale. Une petite chose peut-être pour préciser. Vas-y, je t'en prie. Non, c'était juste que c'est vraiment dans le monde de l'enseignement, enfin dans le monde de l'école et de l'enseignement, ce que tu n'as pas dit. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est juste parce qu'en fait, sinon c'est très large. C'est un peu ce qui a été fait en fait dans l'enquête de l'année dernière, parce que c'était le côté quantitatif en fait. Ouais. C'était vraiment un volet quantitatif, et moi je suis sur les volets qualitatifs. On en a deux. On a 2 chercheurs du Québec qui eux vont faire des interviews avec, des entretiens avec des gens qui ont déjà été interrogés dans l'enquête de l'année dernière pour venir faire du qualitatif, pour approfondir le sujet. Et moi, c'est un focus qui est vraiment thématique sur l'enseignement. Parce que à l'Office public de la langue occitane, on mise à fond en fait, sur les jeunes,
sur les nouvelles générations. Donc ça passe majoritairement par l'enseignement, puisque comme l'occitan est très peu parlé dans les maisons, on peut pas juste dire si les parents parlent occitan à leurs enfants, ils parleront occitan. Ça va se relancer, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de parents, ça existe, mais il n'y a pas beaucoup de parents actuellement qui parlent occitan à leurs enfants. Donc on se dit, si on a des enfants qui l'apprennent à l'école, avec un peu de chance, si ça leur plaît, eux vont aussi avoir envie de le parler plus à la maison, et puis aussi, pourquoi pas, au marché, au travail, voilà. Un autre volet, mais moi qui ne me concerne pas directement, mais c'est ce qu'on appelle la socialisation de la langue, c'est-à-dire c'est remettre la langue dans la société. Okay, ouais. Donc ça, c'est pas moi ce que je fais, mais le but, c'est aussi de se dire que voilà, déjà, il faut recréer des locuteurs, en fait, pour qu'ensuite, si les gens savent parler la langue, après, ils vont pouvoir, après, il faut voir comment les encourager aussi, mais ils vont pouvoir la parler de plus en plus et la transmettre. C'est vraiment ce cycle qu'on essaie de mettre en route ou de remettre en route. Mais moi, c'est ce que j'ai noté dans le but précis de ta thèse et qui t'est demandé par la structure qui t'engage. C'est la promo un peu de l'occitan. Ouais. Et après, j'ai noté que l'argumentation, c'était comment rendre... J'ai noté, j'aimais bien. Comment rendre l'occitan cool pour les jeunes. Non, mais voilà. Alors, ça fait un peu stéréotypé dit comme ça, mais très très simplement, c'est un peu l'idée. Ça, ouais. C'est pas vraiment un stéréotype, c'est plus une représentation sociale. Voilà. Non, voilà, sociale de ma thèse. Non, c'est juste que quand tu dis rendre cool, ça donne l'impression, je trouve, c'est juste que la manière, ça donne l'impression que c'est fake derrière. En fait. Non, cool, mais c'est juste qu'on peut l'interpréter en se disant on va ficeler des arguments pour, alors qu'en fait c'est vraiment cool. Non, c'est vraiment cool. Rendre cool, mais montrer que c'est cool. Non, mais ouais. Il y a une petite série de vidéos qui est faite sur Internet par, je crois que c'est le conseil départemental de Dordogne, je crois, en Périgord, qui fait ça. Et qui a interrogé plein de gens comme ça pour leur dire c'est quoi l'occitan pour toi et ça. Il y a beaucoup d'élèves dans des collèges qui ont été interrogés et c'est super intéressant. Je vais probablement la re-regarder et en extraire des trucs pour m'inspirer, parce que voilà, on a des gamins et comment dire, nous quand on est à Bordeaux, nous dans l'enquête, Bordeaux c'est 2% de locuteurs, Toulouse c'est 2% de locuteurs dans les grandes métropoles. L'occitan il n'est pas vraiment resté. Oui, non. Donc je sais pas où vous avez grandi où. Moi j'ai grandi à Pessac, il n'y avait pas du tout l'occitan. Alors que maintenant il y a une école immersive en plus à Pessac, mais depuis 2011, donc c'était pas quand moi j'étais à l'école. Mais qu'est-ce que je voulais dire que j'ai oublié où La Dordogne. La Dordogne, merci. Voilà, et qu'en fait ça fait plaisir de voir des jeunes, je sais pas moi, des 12-14 ans, qui devant la caméra disent moi j'aime bien apprendre l'occitan, et justement qui vont dire soit je le parle avec mes grands-parents, soit je trouve ça cool d'apprendre la langue du territoire, la langue du terroir, de découvrir des trucs vraiment locaux. Et ce que tu disais au début, que la prof d'occitan de ton lycée, c'était la plus cool. Mais en fait, il y a 2 ans, j'avais discuté avec la prof du lycée de Pauillac, dans le Médoc. Et en fait, elle nous disait que les élèves ces élèves, ils étaient hyper contents de faire de l'occitan, parce qu'en fait, Pauillac, on est au fin fond, on n'est pas au fin fond du Médoc, mais on est quand même relativement au fin fond de... Voilà. Et qu'en fait, ils n'avaient pas des masses d'opportunités de sortir de leur Médoc, entre guillemets. Ils faisaient pas beaucoup de sorties et tout. Et que la prof d'occitan, elle se démenait pour leur faire des sorties culturelles. Et clairement. En fait, ils avaient mis en place un projet sur les réseaux sociaux. Ils faisaient la page d'Aliénor d'Aquitaine sur Facebook, en occitan. Oh, stylé. Et donc, je sais pas, moi, mettons, en avril, ils faisaient je me suis mariée, en occitan, des trucs comme ça, et les gens pouvaient interagir, félicitations, nanana. Et en fait, ils étaient à fond, et elle disait, mais j'ai dû les calmer parce qu'ils voulaient faire des pages pour son père, pour sa sœur, pour son mari, ils étaient à fond, quoi. Et en fait, apparemment, ils disaient à leurs potes, nous, on fait de l'occitan, du coup, on fait des sorties, on fait du Facebook. Voilà. Donc, en effet, ça peut être cool, et c'est vrai que moi, à la base, j'avais pas cette représentation-là moi-même, parce que l'occitan, ça fait pas du tout partie de mon enfance. Et je pense que à la base, j'aurais eu cette représentation, typiquement, que c'était une langue de vieux, que plus personne parlait, et qui correspond pas à la jeunesse, en fait. Et en fait, ça peut. Et il y a des jeunes qui adhèrent à ça. Donc moi, il faut que je les capte et que je comprenne ce qui les a accrochés, quoi. Contactez-nous, les jeunes. Vous écoutez les Jones. Venez sur Discord, en fait. Ah, ça y est, la belle transition. Oui, tiens, attends. J'allais dire, si tu dis... J'allais pas prendre une perche, j'allais pas la rater, celle-là. J'allais dire, si tu dis les Jones, tu vas nous perdre tout le monde. Non, mais maintenant, c'est utilisé en mode ringard cool. Ouais, non, en vrai, c'est surtout... moi, c'est un truc que j'adore faire, et que je sais que tu sais ce que tu aimes faire aussi, c'est prendre des vieilles expressions. J'adore. Des trucs vraiment utilisés par nos grands-parents, par nos arrière-grands-parents, et genre les utiliser comme si c'était au premier degré... C'est un côté très pas ridicule, mais
Bah, c'est de l'autodérision. C'est de l'autodérision, c'est vraiment faire genre, on essaie de faire des darons cool alors qu'on sait très bien que c'est pas ça. Et ça me fait beaucoup rire. Du coup, les Jeunes. Le Discord. Venez chatter avec nous. Carrément. Vous pouvez venir sur le Discord. On te filera le lien du coup, Marie, pour que tu puisses venir avec plaisir. nous partager ta thèse et toutes les informations reliées dessus. Et que les gens s'il y a des gens qui souhaitent venir parler occitan, puissent venir, et de l'occitan, puissent venir te poser des questions, etc. sur notre Discord. Pertinentes, les questions. Pertinentes, bien évidemment, toujours. Vous pouvez retrouver le podcast et tous les autres sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, Ocha et plein d'autres sites dont on ne citera pas parce que sinon ça dure trop longtemps. Tu les as tous cités. Non, il y a aussi Podcast Addict. Ah, mais rejoignez-nous sur Instagram aussi, dis donc. Et oui, putain, c'est vrai qu'on fait pas du tout la promotion. Mais vous êtes sur Instagram? On est sur Instagram. Je suis pas au courant, moi je passe ma vie sur Instagram. Il y a la page Taisez-vous et la page de Maury de la radio. Vous pouvez venir retrouver du coup les podcasts toujours dans les bons coups et Divine Féminine de Audio Maury qui sont disponibles aussi partout sur les plateformes de streaming. Le podcast Parlons Sensibilité, présenté par Jean, ici présent. Et voilà, n'hésitez pas à partager les podcasts autour de vous, mettre 5 étoiles, vous abonner, tout ça, la cloche. N'hésitez pas à parler occitan aussi. Exactement. Carrément. Et comment conclure en occitan, je ne sais pas, je ne parle pas occitan. Ça dépend ce que tu veux dire. Je sais pas, on va dire. C'est cool. À bientôt. Salut à tous, à bientôt. C'est toi qui vas le dire, du coup. Ok. À Chatsmund et à Plaleo. Et voilà. Allez, merci beaucoup Marie, à bientôt. De rien, à bientôt.